Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Je sais que là, vous nous avez dit, très clairement exprimé votre volonté de revoir les politiques. En plus, l'actualité est extrêmement chargée. Et nous avons bien évidemment accepté de les ramener à la maison, puisque c'est leur émission favorite. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le petit Giovanni William. Alors je dis le petit, c'est pas méchant. Je l'ai connu, il n'était pas plus haut que ça. Giovanni William, monsieur le député de la Martinique, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on veut vous voir. On avait pris le pari de faire un bilan. Il y a de la matière. On va commencer par quelque chose de sympa. Ça ne veut pas dire qu'après ça va l'être moins, mais bon, ça va être un peu plus dur. Si je vous dis génération matinique, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Innovation, création, c'est l'association que j'ai créée avec certains camarades. Enfin, on y arrive. J'adore le mot enfin. Après avoir fait le tour de toutes les petites boutiques, en fait, vous vous êtes dit, je vais créer mon propre parti politique. Pas avoir fait le tour, mais après avoir vu, lu, regardé, il fallait que je fasse quelque chose et j'ai monté ce mouvement. Alors, on a compté. On a compté. En Martinique, il y a 78 mouvements politiques de ce type-là. Alors, il y en a à peu près 3 par commune. Oui. OK. Parfois, il y a des communes où il n'y en a pas, parce que ça ne sert à rien, parce que le maire, de toute façon, écrase toute la concurrence. Et 78. Oui. Alors, ça traduit à la fois la désintégration des partis traditionnels, qui ont quasiment disparu. Je crois qu'il en reste 1 ou 2 ou 1,5. Mais ça veut surtout dire qu'il n'y a plus d'idéologie et on est sur des petites boutiques qui permettent, grosso modo, 1, de toucher de l'argent, 2, de soutenir une élection communale, ou un peu plus largement d'aller vers la CTM ou une élection aux législatives. Et ça s'arrête là. Où est passée l'idéologie? Où sont passées les idées? Les idées, elles sont là. Ça ne veut pas dire, pas parce qu'il y a 78. Vous avez très bien compté, 78, j'en avais compté 70. Mais aujourd'hui... Oui, depuis les élections législatives, il y en a plein. Depuis les législatives, il y en a plein. Ouais. Non, vraiment, pour ma part, Génération Matinique a été créée. Ce n'est pas une boutique municipale, déjà. Parce que le mot Matinique est dedans. Alors, on a pris un accord. On ne parle pas d'élections municipales. Hein. On est bien d'accord. C'est quelque chose de large, ouais. Premièrement. Deuxièmement, il faut se structurer. Je conçois qu'il y en a beaucoup, mais à un certain moment, il faut partir vers une structuration. Oui, alors Par surtout, contre, il y a quand même, allons dire la vérité aux gens, parce qu'ils sont là pour ça, puis les gens adorent ça. Oui. Alors dire la vérité, si vous n'avez pas d'association, vous êtes obligé, alors il va falloir une association agréée, évidemment, vous êtes obligé de donner votre argent à d'autres. C'est pas mon argent. Oui, quand vous dites mon argent... C'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens, justement, qui aide justement à la structuration des partis politiques pour leur permettre d'avancer. Allons leur expliquer ça. Parce que les gens ne savent pas qu'une partie de leur fric va dans la poche des députés qui les reversent soit à des associations, soit à des partis politiques, soit à leur propre mouvement. Alors, grosso modo, c'est combien chaque année? Chaque année pendant 6 ans, OK? Non, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et ça sert à quoi? Alors déjà, c'est le financement des partis politiques. C'est le rattachement. On doit être rattaché à un parti. Une fois les élections législatives terminées, c'est à peu près 24 000 € par an. Oui, c'est pas mal, hein, sur 5 ans. Par an. Ouais. Et donc, il y a un parti de rattachement où on décide, une fois l'élection terminée, et chaque année, on nous demande vers quel parti vous vous rattachez. Ça, c'est pour organiser après de nouvelles élections. D'accord. C'est pour informer la population aussi, parce que les partis politiques ont cette obligation,
quand même, d'informer et de former la population. Donc ça, c'est une chose. On est mort de rire parce que... Ça, c'est une chose, mais c'est la réalité. Ouais. Et derrière ça, donc chaque année, on doit le faire. Donc on doit s'imposer. Jusqu'à maintenant, vous versiez à qui? Alors, 2022, 2023, 2024, ça a été reversé à PIA. En 2024, il y a eu des élections, il y a eu dissolution, il y a eu des élections. Donc, PIA a rétribué, si je peux dire ça comme ça, pour que je fasse cette élection 2024. Et 2024, 2025, donc maintenant, à partir de 2025, c'est au Parti socialiste qui, après, refait des versements. Et aujourd'hui, par exemple, on a pu solliciter, d'autres partis nous ont sollicité afin de financer une partie de leur campagne. Ça permet de financer aussi des associations, ça permet de faire des manifestations, de faire des colloques. Jusqu'à présent, moi, ce que je faisais, j'ai organisé une conférence, notamment sur les risques majeurs. Ouais. C'était un financement de ma poche, par exemple. Ouais. Donc, dans la mesure où je n'avais pas les fonds escomptés, j'ai financé de ma poche. J'ai organisé moi-même un Noël solidaire. Chaque année, j'organise un Noël solidaire. Ce n'est pas cet argent-là qui a permis d'organiser ça, ce sont des mécènes et puis la participation des sympathisants, des amis. Donc, cet argent-là, il participe à ça également. À partir de l'année prochaine, est-ce que c'est Génération Martinique qui va toucher cet argent? Sans doute. Sans doute, si on y arrive, parce que c'est difficile d'avoir l'agrément. Ouais. Et beaucoup de partis ont dû attendre énormément de temps avant d'avoir l'agrément. Oui, c'est l'État qui donne l'agrément. Hein. Bon, il faut remplir plein de critères. Tout à fait. Il faut montrer patte blanche. Et comme ça, on vous autorise à toucher de l'argent. Mais ça ne va pas trop avec PIA sur ces problèmes d'argent. C'est un problème que nous avons, c'est vrai. Je ne m'en cache pas. Mais au-delà de ça... On est à combien, là? C'est quoi la brouille? Écoutez, vous faites le nombre d'années que vous multipliez par 24. Voilà, tout simplement. On est aux alentours des 100 000 euros? Un peu moins? Je ne sais pas moi-même, puisque je n'ai pas accès. Et puis, de toute façon, on discute. Hein. On est toujours en discussion. Et puis, ce qui se passe maintenant, c'est que ils arrivent aussi à financer d'autres partis que je soutiens moi-même. Ouais. Donc, on arrive quand même à s'entendre sur ça. Bon, au moins sur ça, allons crever l'abcès tout de suite. PIA et vous, c'est fini? Non, pas du tout. Je discute très bien avec Jean-Philippe Nilan, qui me conseille toujours. Donc, je n'ai pas de difficulté. Avec Marcelin Nadeau? Marcelin, un peu moins. On ne se voit pas beaucoup. On ne se voit pas beaucoup, mais j'ai déjà signé. Je signe ces propositions de loi. Voilà, on travaille. On n'est pas obligé d'être copains pour pouvoir travailler ensemble. Oui, mais il va falloir choisir, là, bientôt. Parce que, à la fois pour les élections municipales, mais bon, on a décidé de ne pas en parler, mais pour les élections législatives, rappelons que les élections législatives, c'est l'année prochaine. Donc, vous êtes déjà en campagne, de toute façon. Et puis, surtout, derrière, il y a la CTM. On est dans un tunnel électoral qui est relativement long, puisqu'il va s'achever en 2028, en mars 2028. Est-ce qu'on imagine Giovanni William tout seul, le nouveau Terminator isolé, ou est-ce que vous êtes, comme vous l'avez proposé au cours des dernières années, dans une volonté de partenariat notamment avec PIA? Je ne me sens pas isolé. Tous les jours, des gens m'appellent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision, c'est le projet, et ce ne sont pas les personnes. Je ne suis pas dans une espèce de choses populaires, parce que c'est un tel, il faut aller avec un tel. Giovanni je ne William, suis pas dans cette logique-là. Allons laisser tomber la langue de bois. Non, mais je ne suis pas dans cette logique. Pour une fois, si on regarde l'échiquier politique, moi, je vous avais senti très, très proche de PIA. D'ailleurs, ils vous ont soutenu. Tout à fait. Et puis là, il y a un petit changement stratégique et vous êtes très proche de Béatrice Bellé. Parce que nos bureaux sont l'un à côté de l'autre. Premièrement, et nous sommes dans le même groupe. Ouais. Et nous sommes dans le même groupe. Ah, voilà. Alors, ça, allons rappeler ça aux gens, parce que j'ai des questions là-dessus.
vous êtes rattaché au Parti socialiste français. Tout à fait. D'ailleurs, Béatrice Bellé est une socialiste. On se demande jusqu'à quand, parce qu'il y a des moments où ça tangue. Et vous avez participé, alors on va vous mettre une médaille, mais bon, je ne suis pas sûr que les gens de pays vont aimer, vous avez participé au sauvetage du gouvernement Lecornu. Alors moi, je n'ai pas participé à son sauvetage, j'ai participé à faire en sorte que la Martinique ait des garanties et des choses. Alors, si on prend le terrain purement politique d'avoir sauvé Lecornu, c'est une chose. Mais si on prend les choses sur le plan pratique, on a permis d'avoir des garanties sur un certain nombre de sujets que vous n'ignorez pas, notamment sur la LODEOM. On va y venir. Sur tout cet aspect-là. Mais vous n'aviez pas emprunté le bon chemin au départ, parce que vous avez voté une censure. C'était un coup de pression. Un coup de pression. Mais bien sûr. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Écoutez, c'est la politique. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, ou si tu ne préserves pas ce que je veux préserver, je te vire. C'est ça en fait? Mais oui, c'est ça. Il faut que les gens le sachent. Mais bien sûr que c'est ça. Comment ça se fait ça? Bien Alors sûr vous que êtes dans c'est votre ça. coin, vous boudez, vous dites mais non, c'est mes qui écrasent ces bagailles-là, m'a qu'à voter un coup de censure. Écoutez, alors premièrement, la censure, c'est l'arme ultime. Oui. C'est l'arme ultime. Il faut considérer un certain nombre de paramètres. Vous avez transpiré beaucoup quand vous avez voté la censure, parce que c'est pas passé loin. Hein. Non, pas du tout. C'est pas passé loin. Non, pas du tout. J'ai vécu une dissolution en 2024. Oui, non, mais bon, ça c'est... Allez, hop, une deuxième, une troisième. Bon. Mais pour les Martiniquais, la dissolution, on n'aurait rien gagné à une dissolution, concrètement. Alors expliquez aux gens, si vous aviez réussi à censurer le gouvernement, il y aurait eu une dissolution. Oui. Fatalement. Fatalement. Et on repartait encore pour un tour. Bien sûr. Et ça aurait eu des conséquences dramatiques sur le plan budgétaire. Il y aurait eu des conséquences dramatiques, c'est-à-dire qu'on aurait reculé le moment où on aurait voté ce budget. Sur le plan politique, l'échiquier politique à l'Assemblée nationale aurait été totalement différent, avec un rassemblement national beaucoup plus puissant. Probablement majoritaire. Probablement majoritaire, mais pas avec la majorité absolue. Donc on serait parti encore dans cette cour de récréation qui existe déjà malheureusement du fait de la première dissolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé en disant « Bon, Giovanni, arrête les conneries, on a bien entendu ton message, t'inquiète pas, il n'y aura pas de rabot, en tout cas on va limiter la réduction des dépenses pour les outre-mer, et puis rentre dans les rangs ». Qui vous a appelé? Des gens du côté du Premier ministre ou les socialistes? Les deux. Vous savez que les gens adorent cette émission parce qu'on leur dit la vérité. Oui, je dis la vérité, les deux. Donc en fait, on vous appelle, on vous dit, bon, arrête. Et vous dites, ok, mais à condition que... Alors dites-nous les termes de l'échange. C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez donné? Ce que vous avez donné, grosso modo, c'est je reste tranquille, je ne vote plus de censure. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont donné? La LODEOM, les investissements productifs. Dernièrement, le surplus des 2,5 millions d'euros concernant le sujet Sargasses. L'effacement total de cette vision de ne pas indexer les retraites par rapport au coût de la vie. Voilà, ce sont des éléments concrets qui ont permis d'éviter cette censure et qui ont permis aux Martiniquaises et aux Martiniquais d'être moins impactés par le premier budget qui a été proposé, il faut le rappeler, par le Premier ministre de l'époque, Bayrou, avec ses jours fériés en moins, toute cette panoplie-là. Alors, on a bien compris que là, il y a un jeu de rapport de force. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a aussi du lobbying? Parce que j'ai bien l'impression que les gens du business sont venus vous voir. Parce que le premier mot que vous avez prononcé, c'est LODEOM. Alors, expliquez aux gens, il y a une loi qui dit, grosso modo, qui protège les affaires, les entreprises, en disant, notamment en baissant le volume des cotisations patronales, par exemple, etc. Est-ce que vous êtes un peu, je n'ai pas envie d'être méchant, mais bon, il n'y a pas de temps en temps un côté marionnette venant... Non, mais c'est le mot, Non, vraiment pas. Est-ce qu'il y a du lobbying? Oui, les entreprises le font. C'est-à-dire qu'elles défendent aussi, elles se défendent, elles défendent leurs affaires, ce qui est normal. Via les députés.
Non, pas via les députés. Elles se défendent, elles viennent nous parler, discuter, nous faire comprendre un certain nombre de choses, ce qui est tout à fait normal, Ouais. comme le font les associations, comme le font les collectivités aussi, Ouais. parce qu'il y a des collectivités qui viennent nous voir aussi pour nous parler également des leurs subventions qui problématiques, laissent, des subventions, des problématiques. Donc les entreprises l'ont fait, ont bien fait leur travail pour nous faire comprendre un certain nombre de choses, parce que sur la LODEOM, on parle des entreprises, mais il faut parler in fine de l'emploi. Ouais. Ça c'est clair, c'est l'emploi qui était menacé, et la compétitivité de nos entreprises, ça part aussi sur nos emplois. Alors, si on est gentil, on dit ça. Si on est moins gentil, on dit la rentabilité et, grosso modo, le fric. Ben, c'est le fric qui fait les fiches de salaire, hein. Quand même. Par contre, tout est revu cette année concernant la LODEOM. C'est-à-dire que maintenant, on a pu la sauver, mais cette année, il faut revoir le modèle. Ça, c'est évident. Je pense qu'ils ne vont pas y couper. Enfin, nous n'allons pas y couper. Clairement. Et les coupes, les restrictions budgétaires, à mon avis, pour 2026, vous allez... Alors, ça va être pire. Ça va être pire parce que vous allez devoir voter un budget là, dans quelques mois, dans quelques mois, avant de partir en vacances. Mais presque, pour certains, définitivement. C'est ça. Ça va être compliqué. Rappelons les dates. Juin 2027. Sans doute juin 2027, puisque tout dépendra du moment de la dissolution de l'Assemblée. Oui. Puisque il faut rappeler que nous sommes réélus pour 5 ans depuis 2024. Après l'élection du président. Après l'élection du président de la République, le président ou la présidente fera sans doute une dissolution pour avoir une majorité. J'ai l'impression que dans les éléments de langage, l'hypothèse d'une élection de Marine Le Pen n'est pas du tout évacuée. Elle n'est pas du tout évacuée. Parce que là, elle n'a pas eu d'exécution provisoire comme demande du parquet. Bon, on va attendre juillet pour avoir le délibéré, mais elle peut se présenter maintenant tranquillement Bien sûr. aux élections présidentielles. Bien sûr, il ne faut pas évacuer cette possibilité-là. Je la regretterai, mais il ne faut pas l'évacuer. Très bien. On va voir si les Martiniquais vont à nouveau voter pour elle. Revenons chez nous. Vous vous êtes fixé, vous avez un nouveau dada, ce sont les déchets. Vous avez été horrifié quand le préfet a imaginé exporter les déchets de la Martinique parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et vous aviez prévenu, dans cette émission même, vous aviez dit, attention, on n'a plus d'exutoire, enfin un exutoire pour les gens qui nous écoutent, c'est un endroit où on va mettre les ordures, il n'y a plus, tout est saturé. Et vous avez obtenu un sursis ou bien il va falloir y passer? Il y a un sursis, mais qui est sans doute de courte durée. Il faut trouver des solutions. Les services de l'État font ce qu'ils peuvent pour éviter ce drame absolu et le SMTVD également. Donc aujourd'hui, les EPCI travaillent de concert avec les services de l'État, avec le SMTVD pour éviter ce drame absolu. Mais il faut que les Martiniquaises et les Martiniquais aussi qu'on soit plus responsable dans la gestion de nos propres déchets. Parce que là aussi, on a des difficultés à ce niveau-là. Mais je vous trouve très gentil sur cette affaire des déchets. Alors, vous êtes opiniâtre, parce que les autres, on va dire que les autres parlementaires s'en foutent un peu. Mais vous, à la fois parce que c'est sur le territoire de votre commune, le Robert, parce que vous aviez déjà alerté à plusieurs reprises, mais je vous trouve gentil, parce que quand on regarde le détail de toutes les opérations qui ont amené au fait qu'il n'y a plus de place, c'est criminel. Vous me trouvez gentil, mais il y a beaucoup d'opérateurs privés qui ne me trouvent pas si gentil que ça. Oui, mais vous n'avez jamais prononcé ce mot-là. Parce vous n'avez que... jamais dit, par exemple, que normalement, il y aurait dû avoir des infrastructures pour, on va dire, gérer et traiter ce qu'on appelle le lexivia, c'est-à-dire le jus des ordures. Alors là, 90 000 mètres cubes de lexivia, ça va coûter... Le préfet dit, on est parti pour 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour traiter un liquide infâme qui suinte et qui va dans la mer, de toute façon. Vous n'avez pas parlé comment dirais-je, d'attitude criminelle, mais surtout, il y a un truc fabuleux. Pourquoi les trous sont déjà pleins? Parce que les mecs, ils mettaient une couche d'ordure, une couche de matelas. Oui. Vous avez entendu parler de ça? Bien sûr. Une couche de matelas
Mais pourquoi? Ordures, matelas, et puis pas de compression. Pas de compression parce que les compresseurs ou les compacteurs étaient loués à une entreprise privée dans laquelle peut-être il y aurait des intérêts d'élus. Non mais... Et on parle pas, et vous ne parlez même pas des déchets d'équarrissage. Ah, qui normalement ne peuvent pas être enfouis. Qui normalement ne peuvent pas être enfouis. Enfin, mais l'équarrissage, pour les gens qui nous écoutent, c'est les bœufs, les moutons qu'on trouve sur les chiens routes morts, qui meurent. Voilà. Bon, quand est-ce que vous allez dire que ça, c'est du pénal? Parce qu'en plus, vous êtes avocat. Mais c'est pas à moi de le dire. Pourquoi? En tant que parlementaire. Pourquoi? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, je le sais et je l'ai dénoncé. J'ai sollicité les services de l'État pour ça, notamment sur les déchets d'équarrissage, en leur disant très clairement qu'on ne peut pas faire des dérogations pour la Martinique, c'est-à-dire qu'on mette dans l'exutoire au Robert ces déchets d'équarrissage et on remet de la chaux par-dessus, en disant, écoutez, comme on n'a pas de système pour les gérer, on fait comme on peut et donc on réquisitionne le SMTVD pour le faire. Ça, c'est une attitude que je n'accepte pas. C'est criminel, parce que ça, de toute façon, c'est source de contamination. En tout cas, je ne sais pas si c'est criminel. Justement, je suis avocat, c'est pas moi de dire si c'est criminel, si c'est délictuel, si c'est contraventionnel. Ça, je ne le sais pas. Si vous ouvrez votre code pénal, ok, est-ce que vous trouvez une qualification là, en l'occurrence? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une faute. En tout cas, c'est une faute et c'est une faute grave. C'est une faute grave. Il faut qu'on puisse gérer mieux nos déchets et il y a aussi une partie de responsabilité des opérateurs privés. Et c'est sous cet angle-là aussi que moi je vais, j'ai une proposition de loi en ce sens, que je travaille avec les services de l'État pour faire en sorte que les choses soient mieux gérées. On parle des éco-organismes. Vous me dites que je suis gentil, ben certains d'entre eux, ils n'apprécient pas trop mon travail. Allons parler de ça rapidement. En clair, il y a des gens qui récupèrent de l'argent et qui reversent cet argent pour inciter les gens à trier, pour des politiques de communication essentiellement. Mais ça ne fonctionne pas. Les éco-participations. Vous et moi, tout le monde, nous payons des éco-participations. Quand on achète un frigo, par exemple. Et où va cet argent? Il y a des éco-organismes qui font leur travail. On connaît Citeo, c'est l'historique, par exemple. Et puis, il y en a d'autres où on ne les a pas trop vus. Et ils arrivent soudainement en disant, bon voilà, on va faire une opération par-ci, une opération par-là. Pour se dédouaner? Pour se dédouaner, parce qu'ils ont un cahier des charges fixé par l'État. Mais en réalité, l'État ne contrôle pas grand-chose. Et ces éco-organismes, en fait, ils ont la part belle par rapport aux collectivités qui n'ont pas d'emprise sur leur travail. Selon vous, alors, je sais que vous avez attaqué ça de manière sévère auprès des autorités. Vous êtes leur bête noire, là. Je pense. Ils ne vous aiment pas du tout. Parce qu'en fait, il y a des millions d'euros en jeu. Mais même des milliards. Si on prend le cas du textile, c'est des milliards d'euros, alors que nous avons des opérateurs privés ici, des associations qui sont dans le domaine de l'économie circulaire, qui font un travail énorme, mais qui en fait sont poussés par ces éco-organismes. Donc là, il y a un gros travail à faire, mais comme je le dis, il y a un travail que nous, Martiniquais, nous devons faire aussi sur notre geste de tri et la zone de réemploi également, ce que nos grands-parents faisaient. Il faut qu'on puisse retourner vers le réemploi. Oui, mais bon, c'est facile de faire porter aux Martiniquais une partie de la responsabilité. Mais quand on regarde l'épopée du SMTVD, il y a un vrai souci, là. Il y a un souci, ça c'est vrai. Moi, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait du SMTVD? Franchement, moi, je considère que les délégations de services publics permettent aux collectivités d'être beaucoup plus proches et de contrôler mieux les choses. En clair, allez, traduisez, ça veut dire que vous voulez donner le SMTVD à un privé? Pas donner, c'est une délégation de services publics. Bon. Peut-être. Mais aujourd'hui, le travail qui est fait au SMTVD, ils ont redressé la barre, il leur faut des moyens humains beaucoup plus importants pour qu'ils puissent fonctionner. Mais ça, c'est aux EPCG. Comme moi, je ne suis pas dans les EPCI. Je ne suis ni dans les EPCI, ni au SMTVD. Ce n'est pas à moi de vouloir la mort du SMTVD. Comme ce qu'a voulu un préfet qui n'est plus là. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de reparler du SMTVD. Mais vous dites les déchets, c'est une préoccupation qui devrait être majeure et qui ne l'est pas.
et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas, c'est une cocotte minute, en réalité. Et si on ne trouve pas de solution, si on ne pourra pas trouver d'exutoire comme ça, c'est 1100 km². Mais on peut pas dire aux Martiniquais, alors on va les prendre très rapidement, vous allez vous démerder pour vous protéger vous-même, parce qu'il y a des policiers qui disent, bon, on n'a plus les moyens, vous allez devoir vous protéger vous-même. On ne peut pas leur dire, bon écoutez, faites des efforts, et au lieu de jeter les trucs devant la porte pour qu'on les ramasse, vous vous démerdez pour les gérer, c'est ça. L'eau, ben, vous n'avez qu'à acheter des citernes. En fait, vous vous rendez compte? Les Martiniquais ont des droits, ils payent des impôts pour que ces droits soient appliqués, et on leur dit, vous démerdez. C'est mal parti, hein? Et c'est pour ça que j'ai axé mon travail sur justement la contribution des Martiniquais à la gestion des déchets, pour que ce système soit mieux adapté, parce que même au niveau gouvernemental, ils ont des difficultés à faire comprendre d'ailleurs aux éco-organismes qu'ils doivent faire leur boulot. Donc c'est un dossier très important. Il faut que chacun de nous puissions être dessus. Bon, pour l'instant, vous êtes tout seul. Bon, on va marquer une petite pause. Et puis, ne quittez pas, parce que la deuxième partie, à mon avis, ça va être encore plus chaud. À bientôt. On accueille post-carnaval, mais il a bien tenu, Giovanni William, le député de la Martinique, et qui n'a pas la langue dans sa poche, puisqu'il vient d'étriller un certain nombre d'éco-organismes qui, d'ailleurs, financent des associations locales qui sont à la fois, on va dire, collecteuses ou collectrices. Et émetteuses par le biais émettrices plutôt, par le biais des entreprises qu'elles représentent ou dont elles sont, entre guillemets, les filiales. Mais on ne va pas donner de nom pour éviter d'avoir des procès en diffamation, mais le problème existe. Allons parler des autres problématiques dont les Martiniquais sont victimes. Les sargasses. Vous êtes un spécialiste des sargasses, puisque vous êtes du Robert. Là aussi, scandale absolu. 1 kilomètre de filet, ça coûte 250 000 €. Pour protéger la baie du Robert, il faut des dizaines de kilomètres. Et les filets ont, on va dire, une obsolescence programmée. C'est-à-dire que tous les 6 mois, ils pètent. Et donc, il faut remettre 250 000 €. Il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a pointé du doigt les municipalités, notamment le Robert et le Vauclin. Alors, ça ne remonte pas au maire actuel, mais ça remonte à un peu plus tôt dans l'histoire, avec des marchés passés sans marché. On va dire ça comme ça, pour collecter des conditions de stockage qui sont catastrophiques. Quand vous arrivez au Robert, qu'est-ce que les gens vous disent, Giovanni William? La situation est compliquée et parfois elle est catastrophique pour les habitants du littoral. Et pas seulement du littoral, parce que les émanations de sargasses arrivent très très loin. Ouais. La situation est catastrophique parce que ce sont des personnes qui vivent dans l'angoisse systématique. En voyant un banc de sargasses arriver, c'est déjà l'angoisse. Et ça, je le comprends. Ma permanence est même au bord de mer du Robert. Il n'y a pas de frigo dedans, ni de... On a déjà dû remplacer aussi un certain nombre d'électroménagers. La situation est très compliquée. Maintenant, les responsabilités. Depuis 2011, on a fait ce phénomène. 2011, je me rappelle, j'étais conseiller municipal. 15 ans. 15 ans, et le ministre Hulot arrive et dit il faut ramasser les sargasses en 48 heures. On va faire ce qu'il faut. En 2011, rien n'a été fait. 2014, 2017, rien n'a été fait. Il y a eu un accompagnement de la région en son temps, un peu. Il y a eu des communes ont dû faire elles-mêmes. Le Robert a été un peu en marronnage en mettant en place ses propres filets. Il faut respecter la loi sur l'eau. Il y avait des problèmes avec la DEAL. Donc, toutes les communes ont dû faire face quasiment seules au départ. Puis, 2022, on arrive avec les plans. Le ministre Carenco parle d'un service public. On ne parlait pas de GIP. De service public de gestion des sargasses. Formidable. Formidable. Mais une machine administrative... qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Et on a remplacé par le GIP. Bon, voilà.
Et Non, 2022, mais dites-nous ce que vous pensez de ce truc. 2022 Ouais. mise en place 2023. Il faut signer des conventions entre PCI. 2023, 2024. Au-delà de ça, ce GIP, il finance en partie, puis il finance à 80%, parfois il finance à 100%, mais c'est sur service fait, donc les communes doivent décaisser. Ouais. La Chambre régionale des comptes le dit, il faut d'abord décaisser pour après être remboursé, alors que les communes sont exsangues, que les communes mettent des moyens humains, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des agents qui n'ont rien à voir avec les sargasses au départ, mais qui se retrouvent à gérer les sargasses. Donc, et en face, la France, le gouvernement français dit « Oui, on va gérer ensemble, vous inquiétez pas, mais ces sargasses, elles arrivent d'où ?» C'est à vous de gérer. C'est pas aux communes de gérer tout ça. Oui, mais Et quand donc, on a dû se battre. On se bat tout le temps. Les assos, les maires, les parlementaires, tout le monde, on est obligé de se battre pour faire en sorte que l'État comprenne. Si on vous écoute, c'est la faute du gros méchant État français et les communes martiniquaises n'ont aucune responsabilité. Mais quand un certain nombre de responsables d'État disent et le fric, il est passé où ? Là, tout le monde nous abrie, hein, parce que dans ces fameux rapports, Oui. il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en soient mis plein les poches quand même. Vous savez, quand on est dans l'urgence, qu'on a des bandes sargasses qui arrivent Ouais. et qu'il y a une entreprise ou deux qui existent sur le marché pour pouvoir ramasser, vous faites quoi ? Vous leur dites non ? Oui, mais on passe quand même des marchés. On n'a pas le temps de passer des marchés, en fait. Il y a des moments où on n'a pas le temps de passer des marchés. Quand on est dans l'action, il faut faire les choses, point. Mais Et est-ce qu'on après, a on le verra. droit de laisser des pelleteuses à demeure en disant si Sargasse l'arrivée, au moins pelleteuse là. Mais il y a des factures tous les jours pour la pelleteuse qu'on a mis là, qui appartient à une entreprise, bien évidemment, qui est très contente d'avoir sans marché, à avoir récupéré ça. Ça pose problème. Il y a des difficultés, je le concède, il y a des Ouais. difficultés. Maintenant, les communes et les intercos ont ici à faire face en achetant du matériel. Les communes ont leur propre matériel. Ce GIP, j'étais dans une réunion ce matin, Ouais. on a parlé du plan Sargasses 2 et du plan Sargasses 3. Enfin, on a quelque chose qui tient la route sous ce plan Sargasses 3, avec des moyens renforcés, même s'il demeure tout de même insuffisant. Ouais. Le préfet a parlé de 12 millions d'euros nécessaires et nous en sommes à 6-7 millions d'euros par an. Ouais. Donc, On a un avec problème. la rallonge de 2,5 millions d'euros obtenue par mon amendement et la pression sous le gouvernement, eh bien, là, on pourra y faire face cette année et l'année prochaine. Mais pourquoi on est systématiquement les laissés pour compte ? Dès qu'il y a quelque chose d'un peu budgétivore, on doit se battre pour obtenir des moyens. Les Bretons, ils ont attaqué au tribunal administratif et ils ont gagné. Hein. Mais parce que c'est une directive européenne qui n'est pas respectée par la France et la France a mis 150 millions d'euros sur ses côtes bretonnes, alors que, en termes de surface, ça n'a rien à voir. Ce que je dis aux communes, aux associations, je leur dis, mais il faut aller sur le terrain judiciaire. Il n'y a que comme ça que la France comprend. Elles ont peur. Elles ont peur parce que d'un côté, alors on leur envoie des contrôleurs et on leur sort toutes sortes de choses bizarres qui sont vraies. Et puis de l'autre côté, elles veulent plus d'argent. Donc on leur dit, désolé, mais si vous allez sur le terrain judiciaire, nous aussi. De la même manière, les choses se sont faites concernant la chlordécone. Je pense que le scandale, on est dans un scandale Sargasses. Et il faut aller sur ce terrain-là aussi. Parce qu'à terme, il y aura, et tous les scientifiques le disent, il y aura des répercussions Bien sûr, sur la santé. bien sûr. Bon, autre truc bizarre, l'eau. Oui. Alors, certains considèrent que c'est un progrès. On a imaginé une autorité unique de l'eau. Vous, quand vous entendez ça, je sais que vous souriez en vous disant « tu parles ». Je ne suis pas un adhérent fervent de cette autorité unique de l'eau Ouais. parce que on va parler après de la gouvernance, on va parler après de la clé de répartition, on va parler des élus qui vont être dans cette autorité unique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les EPCI qui ont le pouvoir dans la distribution de l'eau et l'assainissement font leur travail, c'est-à-dire passent des marchés. Ouais. Soit le marché est bon, soit il n'est pas bon, et basta. Giovanni Williams, c'est là qu'on trouve
très clairement, et l'histoire judiciaire martiniquaise le prouve, le plus de corruption. Vous voulez continuer ce système-là? Mais avec l'autorité unique, vous pensez que ça va être différent? Non, mais au moins, il y aura un responsable. Tandis que là, il y a 18 intervenants au total. Quand on prend tout, il y a 18 intervenants. C'est pas possible. D'ailleurs, les fermiers, ce qu'on appelle les fermiers, c'est-à-dire ceux qui exploitent les réseaux, ils se font des procès, ils se tirent les uns sur les autres, parce que c'est considérable l'argent qu'il a récupéré là. Je suis d'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Martiniquais aient l'eau la meilleure eau possible, au meilleur prix, Oui. et qu'ils aient un service de qualité derrière. C'est le cas? Ce qui n'est pas le cas d'après les récents événements que j'ai pu voir, moi, Non, dans le les Nord. gens, quand vous arrivez au Robert et dans votre circonscription, les gens vous disent que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude? Parce que si mes souvenirs sont bons, vous étiez proche de Cap-Nord à un moment. J'étais élu à Cap-Nord. Ah, bon. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des élus de Cap-Nord qui refusent de connecter l'eau de Saint-Pierre à Schellcher vers Odyssey en cas de problème de sécheresse? Alors, il y a un gros conflit entre collectivités sur ce point-là. Ouais. Ça, c'est depuis 2014, j'ai connaissance de cette difficulté-là. L'eau de Saint-Pierre appartient aux gens du Nord? Maintenant, je ne considère pas que l'eau appartienne à X ou Y, ça appartient à tout le monde. Parce que j'ai relu mes textes, l'eau n'a pas de propriétaire. L'eau, elle est universelle. Ouais. Donc, et c'est un bien commun. Et c'est pour ça que quand on parle d'autorité unique, je m'interroge là aussi, parce qu'il y a des super utilisateurs d'eau par rapport à d'autres. Il y a des réseaux d'eau qui sont mieux connectés que d'autres. Que va-t-on faire? Cette clé de répartition entre territoires, comment elle va se passer? C'est pour ça que moi, je m'interroge sur cette question. Vous êtes super sceptique sur l'entité unique, pour le moment, mais vous allez à l'encontre de la majorité. Parce que ce qui est intéressant dans ce pays, c'est que les élus sont rassemblés, ils votent à l'unanimité, et dès qu'ils sortent de l'Assemblée, ils commencent à critiquer ce qu'ils ont voté. Ils ont voté, moi je n'ai pas voté en tout cas. Et il faut apporter la contradiction à ce sujet-là. Je pense qu'il faut faire très, très, très attention. C'est un domaine qui nous concerne évidemment tous et qui nécessite vraiment d'être appuyé au mieux. Bon, autre problématique, l'électricité. Alors ici on dit, mais non, ça fonctionne l'électricité. Alors j'ai regardé les chiffres sur les coupures. La moyenne nationale par habitant est de... Alors, je n'ai plus les chiffres très précis, mais c'est entre 15 et 20 minutes par an. Ici, on est à plusieurs centaines de minutes par habitant par an. Exactement. Qu'est-ce que vous faites? Exactement. Moi, j'ai alerté évidemment EDF sur ce point, parce qu'il y a aussi les micro-coupures qui créent aussi d'énormes difficultés pour notamment les entreprises, les hôtels, dans toutes les connexions qu'il faut. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est que oui, on va faire le nécessaire, mais aussi il y a la question il faut abattre les élagages. Voilà, il faut faire de l'élagage, et nous sommes en train de travailler sur ce point-là. Bon. C'est clair qu'il faut refaire le réseau. Il faut le faire le réseau, mais il faut mieux travailler. Il faut, semble-t-il, plus de 500 millions d'euros. Les dirigeants du SMEM, le syndicat mixte de l'électricité de la Martinique, le disent, le répètent, 500 millions d'euros. EDF, c'est combien? L'entreprise EDF gagne combien par an? En Martinique, ils perdent la peau des fesses, hein, vous savez ça, grâce à la compensation au niveau national. Ici, pour produire un kilowattheure, ils perdent de l'argent. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème, mais la réalité, elle est là. Ça, c'est pas mon problème. EDF, qui est une entreprise française, c'est à elle d'investir de gérer et d'investir. Vous savez que le réseau appartient au SMEM, à les élus. Et ça, c'est pas non plus une difficulté. Maintenant, EDF doit faire sa part. Le SMEM aussi. Il faut l'aider, le SMEM. Il faut aider le SMEM, tout simplement. Bon, c'est un nouveau challenge pour vous. Allons parler de ce qui fâche. Les scandales financiers. Moi, ça ne me fâche pas. Ah, oui, de toute façon, vous n'êtes pas dedans. Moi, ça oui, me mais fâche vous êtes avocat. pas. Vous êtes avocat et vous avez une vision. Parce que quand on commence à les lister, ce que je vais faire là, au bout d'un moment, vous devez dire, mon Dieu, il faut que je retourne à Paris. Je vais vous les lister. Le procès Félix Ismet, le procès Yann Monplaisir,
l'instruction en cours à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, rapport de la Cour des comptes. Madivial, Sodem 1 et bientôt Sodem 2. Affaire Colas sur de l'enrobé livré à la mauvaise collectivité locale. Là, vous éclatez de rire. CDAD, IMFPA, détournement de fonds publics à la CTM avec procès le 18 mai. Bon, ça fait un peu beaucoup, non? En tout cas, ça démontre une chose, c'est que la justice, elle passe pour tout le monde. Oui. Voilà. Oui, mais... C'est tout ce que cela m'inspire. Bon, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'il y a d'autres secteurs où ça ne va pas non plus. Mais là, c'est vos pairs. Ce sont des élus. La plupart de ces affaires concernent des élus. Oui. OK? Vous êtes désespéré ou vous percevez dans le brouillard quelques lueurs d'espoir? Vous savez, le temps fera son œuvre. Voilà. Le temps, en politique aussi, le temps fera son œuvre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Ces gens-là vont être balayés? Il y a des générations qui ne seront plus là, en espérant que les générations qui viennent ne fassent pas la même chose, ne soient pas endoctrinées par certains. Vous pouvez nous donner des gages de... Pas pour vous, bien évidemment, mais pour les gens que vous fréquentez. Vous pouvez nous dire qu'on est plutôt en bonne voie, qu'ils ne vont pas faire ça? Ça, je le sens, oui. Vous sentez ça? Oui, tout à fait. Bon, allons parler de l'actualité. Vous avez été, comme beaucoup ici, témoin du jugement de l'affaire de la retraite, on l'appelle comme ça, de Serge Letchimy avec Didier Laguerre, l'ancien DGS, M. Bunot de la mairie de Fort-de-France, et Yvon Paquit. Le résultat, c'est que Serge Letchimy a été sévèrement condamné. Oui. Et relax pour les trois autres. Si vous aviez un pari à faire sur le parquet, parce que rappelons que c'est le PNF, ils vont faire appel ou pas? Je pense qu'ils feront appel. En principe, le parquet n'aime pas trop quand il y a des décisions de relax. Pourquoi? Parce que ça fait jurisprudence? Ça peut faire jurisprudence, mais de toutes les façons, il y a un conflit de législation entre le droit administratif et le droit pénal. C'est un dossier qui est particulier. Il y a une condamnation susceptible d'appel par le parquet et par le mis en cause. Maintenant, je ne mettrai pas ma main au feu et je dirais plutôt que le parquet fera appel. Maintenant, on dit que la justice ne passe pas, on dit que c'est une justice à deux vitesses. Vous venez de dire le contraire, vous venez de dire que la justice passe. Non, ce que beaucoup de personnes disent. Mais justement, c'est le contraire, où là, une décision de justice a été rendue, elle est susceptible d'appel, il y a une présomption d'innocence, et laissons faire le travail, quoi. Il y a des avocats qui présentent leur défense, il y a un parquet très rotant, parce que le parquet national financier, c'est une très grosse machine. Qui a modifié ses réquisitions, en plus, durant ce procès. Donc aujourd'hui, écoutez, il y a un appel, on verra bien ce qui va se passer, et puis il y a une possibilité de faire cassation. Voilà. Est-ce que vous diriez, comme beaucoup, que c'est d'abord un procès d'ordre politique? Pas du tout. Je n'y crois pas. Franchement, la notion de procès politique, je pense qu'elle est galvaudée. Je pense qu'elle est utilisée par celles et ceux qui ne sont pas satisfaits des décisions de justice. Alors, je vais vous en donner une, parce que nous avions nos représentants dans la salle. Et puis, au détour d'un commentaire, on a entendu « exit l'évolution institutionnelle ». À la lecture de la condamnation, il y a un monsieur qui a dit « exit l'évolution institutionnelle ». Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux, premièrement. C'est faux, totalement faux. La personne de Serge Letchimy, même s'il n'est plus là, le sujet sera toujours sur la table. Et je sais que mes collègues, moi-même, nous sommes investis sur ce sujet. Donc ça dépasse les hommes. Les sujets comme ceux-là dépassent les hommes. Donc dire ça, c'est faux. Et c'est un peu bête de le dire. Oui, mais bon, ça traduit peut-être cette idée que derrière, il y avait la volonté de mettre fin à ce qu'on pourrait appeler une espèce de tarte à la crème régulière sur ces questions-là, de manière légitime, bien évidemment.
Et j'ai envie de faire la transition parce qu'il semblerait qu'il y ait des négociations en cours avec le président de la République. Alors, je ne sais pas s'il faut employer le passé ou le présent après ce jugement. Des négociations en cours, pas seulement de la Martinique, mais également de la Guadeloupe, pour des évolutions institutionnelles, mais sans passer par la case référendum. Vous avez entendu parler de ça ? Je n'ai pas entendu parler de ça, et si c'est vrai, je le condamne fermement, et je me porterai devant et contre cette possibilité-là. Vous savez qu'elle existe. Elle existe, hein. Ouais. Juridiquement, Allons dire ça en Martinique. Elle existe. Ouais. Elle existe. Hein. Il est possible. Alors expliquez-nous ça. Il est possible qu'on vote une loi qui fasse changer, entre guillemets, on va dire le rapport de force entre le pouvoir local et le pouvoir national, sans passer par le vote du peuple. Tout à fait, c'est possible. C'est possible, mais c'est une possibilité qui a été balayée, me semble-t-il, lors du Congrès. Donc, ce que vous me dites là, je prends des Et si c'est des gens qui étaient dans le Congrès qui sont en train de négocier ? Bien, ces personnes-là contredisent le Congrès, et pour ma part, ça ne devrait pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, entre-temps, le président du conseil départemental de Guadeloupe est parti avec son référendum, semble-t-il, pour décembre 2026, avec un objectif qui est la fusion, d'abord la fusion du conseil départemental et du conseil régional. Alors, le président du conseil régional a explosé. Oui. et puis 74-73. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a des négociations. Il y a des négociations, oui, certainement. Mais pour la Martinique, l'idée de passer sans consultation du peuple, pour moi, n'est pas une idée retenue. Il ne faut pas qu'elle le soit. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux Martiniquais en ce qui concerne un éventuel vote ? Non, moi, ce que je leur dis, c'est qu'on est sur le temps long. Ce que je leur dis, c'est qu'il y aura des études qui seront faites, il y aura des spécialistes qui viendront, qui vont dire voici les avantages et les inconvénients. Moi, ce que je dis aux Martiniquaises et aux Martiniquais, c'est d'être informés, de se former, d'éviter de consommer de la publicité sur des réseaux sociaux, mais plutôt de s'informer sur ce qui se passe en ce moment. Et à nous, politiques aussi, d'informer et de former la population sur ce qui se passe et sur ce qui pourrait se passer. Parce que l'évolution institutionnelle, c'est une volonté. Ouais. Il y a un chemin. Mais on ne sait pas aujourd'hui la finalité de tout ça. Parce qu'en 2010, on ne les avait pas prévenus. Hein. On leur avait dit, on va choisir le 73, entre le 73 et le 74, quelques mois avant. Et puis ils ont découvert qu'en plus du 73-74, quelques jours plus tard, on leur avait demandé de allez-y, fusion entre les deux. Vous pensez que le risque que ça se reproduise n'existe pas ? Il y a toujours un risque, mais pour ma part, je serai vent debout contre ce risque. Bon. Vous voyez qu'il y a des sujets. Hein ? Oui. Et puis en plus, tous ces sujets-là vous allez les retrouver sur votre chemin parce que de toute façon, ça passe par l'Assemblée nationale. Alors parlons des élections législatives. Est-ce que vous avez fait un choix ? Parce que vous ne pouvez pas être à la fois député et président du conseil exécutif de la CTM. ni même maire. Ni même maire. Voilà. Alors, c'est quoi le choix ? En 2027, il y a des élections législatives et en 2028, il y a des élections pour la CTM. Ouais. Donc, ça ne se chevauche pas. Ouais. Donc, le choix, il n'a pas à se faire pour le moment. Non, mais dites-nous, et 2027, vous avez vos électeurs devant vous ce soir. Moi, 2027, si tout va bien pour moi, je me représenterai aux législatives. Sauf si, entre-temps, parce qu'il semblerait qu'il y ait un remaniement ministériel à venir... Vous repartez sur ça. Non, parce que moi, je m'informe. J'appelle des gens qui me disent « On a déjà essayé de l'attraper, il a glissé, c'était presque bon, il a glissé, et là, je pense qu'on va lui faire une vraie offre qu'il ne saurait refuser. » Alors, je parle évidemment pour les gens qui nous écoutent d'un éventuel poste dans un gouvernement français. Ça ne sera pas le cas dans ce gouvernement-là. Je ne parle pas de ce gouvernement-là, je parle de celui-là, seulement de celui-là, et ensuite des gouvernements à venir. Pour ma part,
il y a des élections présidentielles en 2027. Ouais. Si la gauche l'emporte, on verra. Vous n'excluez pas donc de participer à un gouvernement de gauche? Je ne l'exclus pas. Très bien. Alors, dernier point, ça c'est 2027, il y a 2028. 2028, vous êtes le député d'une circonscription qui comporte un nombre impressionnant d'habitants. Le centre, on appelle ça le centre atlantique, on va dire ça comme ça. Donc Romorne, Trinité, Robert, Lamentin, François. Tout à fait. Bon. Et vous serez de toute façon courtisé pour apporter votre soutien à une éventuelle liste qui dirigerait la future CTM. Où va votre préférence? Pour le moment, il n'y a personne qui ne s'est présenté. Que je sache, les alliances, et vous connaissez mieux que moi le jeu politique, Ouais. il y a des alliances qui se font et qui se défont. Il y en a plein ces temps-ci. Ouais. Donc on ne sait pas où les choses vont. Il n'y a pas encore de programme, il n'y a pas encore de vision, on n'a pas de tête de liste, même si on peut voir par-ci par-là. Donc je ne me permettrai pas de dire que mon cœur balance. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous n'irez de toute façon pas? Clairement. Lesquels? Je ne vous les dirai pas. Mais sauf, clairement. sauf si je commence à les lister. Je ne vous ferai pas ça. Je ne dirai pas. Mais, ça ne se fait pas. Oui, mais bon, très clairement, on a bien compris, vous me l'aviez déjà dit la dernière fois, pas avec PIA. Parce que PIA, il y a une alliance. Vous me dites PIA, Ouais. je suis désolé, il y a une alliance qui est à 2 PN. C'est pour ça que je ne dis pas PIA. Parce que je suppose que PIA n'ira pas seul. Ouais. Et va solliciter également d'autres partis, mouvements politiques. Ouais. Et là, il y aura une alliance qui sera faite face à d'autres alliances. Et là, les choses vont se... Ça va être un peu plus clair. Ça va être un peu plus clair. Pour le moment, on n'en est pas là. Il y a une vision à avoir, il y a un projet à avoir, il y a aussi des choses à régler pour qu'on puisse faire les choses pour le bien de la population. Et de toute façon, évidemment, vous n'évoquez pas des problèmes financiers, comme vous dites. Non, ça n'a rien à voir avec la politique, vraiment. D'accord. Je mets les choses à part. Mais bon, ça peut impacter. Bon, très bien. Giovanni William, merci beaucoup de votre franchise. Vous avez allongé la liste de vos ennemis et de vos amis, c'est très bien. Ça sert à ça, ce type d'émission. Et nous vous disons à très bientôt, puisque, bien évidemment, après les municipales, il y aura très clairement un long couloir vers les législatives. À très bientôt. Bon courage. Merci. Merci. Et nous vous disons à la semaine prochaine.